On est un peu perdu quand on cherche à expliquer la crise mondiale. Elle prend tellement de formes. Réchauffement climatique, pollution, effondrement de la diversité biologique. Ça n'est que la partie écologique. Bouleversement sociologique dû à la mondialisation. Excès du libéralisme économique. Inégalité qui explose. Immigration massive et ses conséquences culturelles. Les épidémies, le retour des guerres et des invasions. Et encore bien d'autres choses. Toutes ces crises sont bien réelles, mais elles cachent la véritable nature de la mère de toutes les crises, qui conduit notamment à la montée des extrémismes politiques, comme on l'a vu au chapitre précédent. La crise que nous vivons est avant tout immatérielle, symbolique, et elle résulte directement de ce que les savants ont appelé la déconstruction, la désacralisation, le désenchantement de notre monde. Il y a quelques siècles, nous avons commencé à critiquer l'ancien monde pour nous rendre compte progressivement qu'il était construit sur des bases violentes. Violence du patriarcat et de l'oppression des femmes par les hommes, violence de la morale traditionnelle qui s'acharnait entre autres sur les minorités sexuelles, violence des classes sociales basée sur la domination des pauvres par les riches, violence des préjugés raciaux qui ont conduit à l'esclavage et à la colonisation. Toutes ces déconstructions se ramènent à la découverte des structures violentes de l'ancien monde. Je vais utiliser une métaphore. Notre monde est une maison dans laquelle nous vivons. Il y a des grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière, un jardin plein de fleurs, des papiers peints colorés, des beaux meubles et des beaux tableaux pour décorer les murs. Nous y vivons heureux et insouciants. Mais un jour, un des enfants de la famille décide d'aller explorer le grenier. Il se rend compte que la charpente est attaquée par le mérule. En poursuivant ses investigations, il réalise que plusieurs murs porteurs sont dangereusement lézardés. Dans la cave, il constate que la maison repose sur des fondations bancales. Progressivement, il réalise que toute la maison est à tout moment en danger d'effondrement. Il en avertit la famille, mais personne ne le croit. On lui dit de se taire. Les années passent et l'enfant curieux hérite de la maison. En propriétaire responsable, il décide de résoudre les problèmes qu'il a mis au jour. Il démonte le toit, il abat les murs, il détruit jusqu'aux fondations. Tout est pourri, tout est corrompu. Alors il détruit tout, ou presque tout. Il a fait ce qu'il fallait faire, personne ne peut rien lui reprocher. Il refusait de vivre dans une maison qui donnait l'apparence de la solidité, mais qui était en réalité malsaine et dangereuse. Lui et sa famille, pourtant, n'ont aucune raison de se réjouir, parce qu'ils n'ont plus de maison. Eh bien, c'est une métaphore de notre monde. Avant, il donnait toutes les apparences de l'harmonie, de la beauté, de la sécurité. Mais tout cela était illusion, fausse représentation du réel. En réalité, tout était pourri et menacé à tout moment de s'effondrer. Tout reposait sur un récit qui falsifiait le réel et sur l'incapacité à remettre en cause ce récit. Il y a deux mots qui résument le fonctionnement de cet ancien monde, sacré et mythe. Le mythe, c'est le récit qui nous fait croire que la maison est solide, derrière les apparences, la décoration magnifique. Et le sacré, c'est la loi implicite qui interdit de critiquer ce récit. L'enfant curieux, c'est l'esprit de la modernité qui a conduit à l'âge de la raison, à la pensée scientifique, à la critique radicale du mythe et du sacré. L'enfant curieux est le seul, dans toute l'histoire de la maison, à avoir eu l'audace et le courage d'aller voir derrière les apparences l'état réel de la maison. Et lui et sa famille ont alors assumé les conséquences logiques de leur découverte. Ils ont détruit l'ancien monde, ils ont abattu pièce par pièce la maison corrompue. On appelle ça le progrès. Et oui, le progrès, je pense, c'est une force de destruction avant d'être une force de création. Pour accepter cette définition négative du progrès, il faut faire une petite analyse historique de ces tentatives de construire une nouvelle maison sur les ruines de l'ancienne. Le communisme est un exemple de mouvement progressiste très efficace pour détruire l'ancien monde, qu'il devait remplacer par la maison idéale, à la fois belle, solide et durable.
Mais dans les faits, on a eu droit à une bâtisse d'une laideur repoussante, fragile et inhabitable, qui rendait ses habitants très malheureux. Même chose pour le capitalisme. Outre que le libéralisme économique présente des capacités élevées de destruction de l'ancien monde, il nous promettait les plans architecturaux de la maison parfaite. Mais après 2 siècles, nous réalisons qu'il nous a conduit à la destruction de notre écosystème, à des inégalités sociales inédites et à un matérialisme destructeur de sens. La maison capitaliste est en cours d'effondrement. Et il en est ainsi de toutes les maisons que nous avons tenté de construire pour remplacer l'ancienne. Il semble que nous soyons incapables de remplacer les anciennes fondations par quelque chose de solide. Tout ce que nous construisons repose sur du sable et finit rapidement par s'écrouler. Nous avons innocemment détruit l'ancienne maison sans trop nous soucier de l'après. Et nous réalisons aujourd'hui notre incapacité à la remplacer. Bon, alors, avant qu'on me traite de vieux réac qui défend l'ancien monde, je tiens à préciser que je suis très admiratif et tout à fait d'accord avec l'enfant curieux et son diagnostic concernant l'ancienne maison. Derrière son aspect magnifique, elle était réellement moisie, lézardée, dangereuse et malsaine. Il fallait l'abattre un jour ou l'autre. Je prendrai toujours la défense de l'enfant curieux. Alors allons un peu dans les détails. La brique élémentaire d'une maison, c'est la brique. De même, la brique de toute société humaine, c'est la famille. Dans l'ancien monde, la famille reposait sur des lois, des règles très strictes, aussi assez différentes suivant les cultures. Dans la famille traditionnelle, chacun et chacune avait son rang, sa place et sa fonction. Chez nous, le pouvoir était détenu par le père de famille. Les femmes s'occupaient des tâches ménagères et de faire et d'élever des enfants. Le féminisme, entre autres forces de déconstruction, a dénoncé l'injustice fondamentale du système et libéré les femmes de la tutelle des hommes. La libération sexuelle, le règne de l'individu et la proclamation de ses droits, toutes ces avancées progressistes ont fortement affecté le modèle de la famille traditionnelle. Aujourd'hui, se mettre en couple est difficile. Beaucoup d'unions et de mariages se terminent en divorce et les enfants sont redistribués dans des familles recomposées. Alors ici, j'introduis une caractéristique des anciennes structures. Elles étaient injustes et inégalitaires, c'est tout à fait vrai, mais elles offraient aussi un cadre stable et rassurant. De tout temps, la famille a constitué un facteur de stabilité matérielle, émotionnelle et psychologique. Aujourd'hui, quelles que soient les formules alternatives retenues, souvent ce cadre n'existe plus. Et on va retrouver cette caractéristique absolument partout. Les institutions traditionnelles étaient à la fois violentes et injustes, moralement corrompues et stables et rassurantes. Et nous les avons détruites. Toutes, les unes après les autres. Et je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin la cause de l'épidémie actuelle de crise d'angoisse, de dépression, de maladies psychiatriques diverses, de suicides. Et aussi la ruée inédite sur les psychotropes ou encore le succès de l'industrie du divertissement. Tout cela nous permet, parfois, de ne pas nous effondrer. Les analyses de la crise actuelle sont myopes. Elles cherchent toujours des causes et des effets matériels, mesurables. Mais la réalité de la crise se situe à un autre niveau. Le sentiment d'ordre et de sécurité que procuraient les anciennes institutions a disparu en même temps que celles-ci. Nous n'avons plus de repères, de symboles, de rassurantes certitudes. Tout est flou et incertain. La crise que nous vivons est avant tout une crise de sens. Avant de chercher une solution à cette crise, il y a quand même quelques points à creuser. Alors un premier point, c'est qu'est-ce qui a changé? Pourquoi avons-nous décidé tout à coup de critiquer l'ancien monde et d'en dénoncer la violence? Est-ce que nous étions incapables de le faire avant? Et si c'est le cas, pourquoi? Mais une deuxième bonne question, c'est si les anciennes institutions étaient stables et rassurantes, alors pourquoi ne pas les rétablir? Et finalement, troisième question assez pertinente, qu'est-ce qui nous empêche de remplacer les anciennes recettes par des nouvelles qui assurent aussi la stabilité, la paix et la tranquillité de l'esprit? Pourquoi les solutions modernes ne marchent pas? Bon, alors ça, c'est les questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans les chapitres suivants.